Mardi au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Madame, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 17 juillet 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 14e édition de Vivement Français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, Marie-Claudette Syriac. La pensée du jour: le plus important chez quelqu'un, ce n'est pas son physique, mais la beauté de son cœur. Les bonnes personnes sont comme des chandelles, elles se consument pour donner de la lumière et de la chaleur aux autres. Je reprends la pensée pour vous. Le plus important chez quelqu'un, ce n'est pas son physique, mais la beauté de son cœur. Les bonnes personnes sont comme des chandelles, elles se consument pour donner de la lumière et de la chaleur aux autres. C'est une pensée de moi tirée de À l'assaut du bonheur, tome 2. Le mot du jour, chers amis, c'est perspicacité. C'est la qualité d'une personne dotée d'une intelligence pénétrante et subtile qui saisit ce qui échappe à la plupart et peut établir des prévisions. On peut donner comme exemple, il fait preuve de perspicacité dans ses décisions ou dans ses choix. Et comme synonyme du mot perspicacité, c'est clairvoyance, discernement, sens du jugement ou sens aiguisé, finesse, etc. On va prendre notre première pause avec Corneille, Sans rancune. Et l'on vous revient tout à l'heure. Retour, chers amis auditeurs, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, et vous écoutez l'émission Vivement en français. Aujourd'hui, je suis entouré de 4 invités et l'on va parler d'un sujet qui est tout à fait d'actualité. Depuis quelque temps déjà, on parle de vivre ensemble à Montréal, et si bien que la mairesse Valérie s'est bien entrée dans le jeu, elle essaie d'entrer dans le jeu. Il y a aussi Média Mosaïque qui est l'un des ambassadeurs, si on peut dire, de vivre ensemble ici à Montréal, et on est entouré de Rossana Bruxonnet, Franck Billot et Christian Vitch qui vont nous parler de vivre ensemble. Et bien sûr, ce sont les ambassadeurs de Montréal la plus heureuse. Elles vont aussi parler de cet organisme qui fait œuvre, qui vaille ici à Montréal. Bonsoir à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous alors? Divinement bien. Très bien, merci. Ah oui, vraiment, avec cette belle chaleur. Oui. Le vivre ensemble, c'est quoi ça, vivre ensemble? C'est Montréal. Et c'est partager des moments de joie ensemble. Là, je fais un clin d'œil à l'heureux événement qui s'est passé pour les Français, n'est-ce pas, dimanche dernier. Et c'est peut-être ça aussi le vivre ensemble, c'est-à-dire que des gens puissent partager une joie commune, hein,
mais ça peut être aussi d'autres aspects de la vie. Mais je trouve que c'est tellement représentatif quand une joie est partagée, de voir les gens qui sont heureux, qui sautent en l'air, qui expriment quelque part, je trouve, leur meilleure façon d'être. Et c'est ça, c'est représentatif de ça. C'est un des aspects, en tout cas, de ça. Alors, c'est bien d'évoquer le mondial du football avec la France. C'est sa deuxième étoile. Hein. Donc, c'est un exploit pour cette belle sélection française. Bravo à eux. Même si on dit c'est l'Afrique qui gagne, c'est pas vraiment la France parce que avec 4 joueurs d'origine mais c'est africaine. Génial. C'est ça qui est génial. Mais on peut aussi comprendre que comme depuis l'époque de la Grèce, à Athènes même, on disait que les Jeux olympiques étaient quand même rassembleurs. Donc ça rassemblait les gens de toutes les couleurs, de toutes origines, et c'est encore aujourd'hui. Donc on peut comprendre avec 32 pays qui se rassemblent pour jouer. Donc c'était quand même un mondial réussi, et je pense que c'est tout à fait festif pour les fanatiques du football. Mais on va parler de vivre ensemble. Et moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, on est déchiré par la religion, on est déchiré par les conceptions et les opinions divergentes. Donc, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a les conceptions politiques, extrême droite, extrême gauche, centre droite, centre sud, etc., etc. Mais est-ce que malgré tout cela, est-ce qu'il est possible de vivre ensemble? Oui. Je pense que fondamentalement, il est possible de vivre ensemble parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on a cet élan-là qui est vivant. Après, je pense que effectivement, on a peut-être oublié comment on fait pour vivre ensemble, et je pense que c'est un peu ce qu'on ramène aussi au travers de nos projets et de Montréal la plus heureuse aussi. Mais effectivement, je pense que c'est l'élan naturel en fait de contribution humain. Je voulais ajouter ça. Nous, on a participé en tant que Montréal la plus heureuse à 101 jours, qui était une initiative géniale qui se fait depuis plusieurs années dans plusieurs villes. Et il y avait plusieurs projets, actions pour améliorer la qualité de la vie à Montréal. Et il y avait un projet qui m'a beaucoup touchée. C'était en relation avec le pain dans les différentes cultures. Donc il y avait la possibilité pour les personnes qui passaient dans la petite Bourgogne de goûter le pain qui était préparé selon différents rituels et selon différentes religions. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que les religions, la foi, la spiritualité sont faites pour unir, pas pour diviser. Donc, trouver ce qui nous unit, il y a beaucoup de choses qui nous unissent, c'est vraiment ce qui fait le vivre ensemble. La nourriture est effectivement un excellent moyen pour ça, et c'est aussi comme une espèce de porte ouverte d'introduction parce que il était évoqué tout à l'heure que les religions divisent. Ça dépend dans quel contexte. On a eu la chance avec Rossana justement de faire comme un documentaire sur des religieuses qui sont à Chertsey, dans un monastère, et on est à des années-lumière de l'image que l'on peut se faire, enfin de l'image négative en tout cas que l'on peut se faire de la religion. Là on voit des personnes qui ont à cœur de rendre service, qui sont toujours à l'écoute, qui sont d'une discrétion extraordinaire, mais qui sont complètement dévouées corps et âme au bien-être de leur communauté. Ils reçoivent des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont bien, des célibataires, et je pense que c'est ça, c'est d'être aussi vigilant vis-à-vis de ce dont du sujet dont on parle, c'est-à-dire la religion. Oui, mais de quelle religion on parle, de quels gens dans la religion? Est-ce qu'on parle des hauts sommets? Est-ce qu'on parle de la base, tout en sachant qu'il y a des gens bien partout, et l'inverse est aussi vrai. Donc c'est tout, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout contexte est un prétexte au vivre ensemble. Et comme Christian l'évoquait, je pense qu'on a tous ça en nous, mais on est peut-être un petit peu trop assujettis aux pressions du quotidien
qui nous fait un petit peu oublier ça. Je voulais, si je peux, juste... vas-y. Vas-y. Non, j'avais dans l'esprit une image de l'oratoire Saint-Joseph, parce qu'à l'oratoire Saint-Joseph, il y a vraiment des gens de toutes religions qui vont là-bas. Il y a une très belle énergie, c'est une énergie d'unité, de prière. Alors, ma prochaine question, c'est comment arriver à vivre ensemble au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, je veux dire de manière harmonieuse. Mais moi, je pense que ça prend déjà 4 éléments clés qui sont très importants. C'est le fait de rêver ensemble. De rêver ensemble. Vraiment, je pense que c'est la première chose la plus importante, rêver ensemble et d'accepter de laisser mourir son rêve individuel pour un rêve commun. Et donc, c'est un peu le fait de transcender son ego au bien commun, en fait, pour le bien commun. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est l'élaboration ensemble, en fait. Donc, l'idée de collaborer ensemble à construire ce rêve-là, passer à l'action, puis en dernier, surtout, célébrer. Et je pense que c'est extrêmement important. Donc, pour moi, ces 4 moments clés sont extrêmement importants pour le faire ensemble. Alors, une question à partir de célébrer, mais comment célébrer si on n'est pas d'accord? Comment célébrer si... Alors justement, célébrons parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est justement cette phase-là de célébration, pour moi, elle est essentielle parce qu'on ne vit pas que des moments qui sont faciles ou des moments d'accord, parce qu'effectivement, il faut dealer entre ce que moi je voudrais et ce que le collectif a besoin. Mais en même temps, c'est des moments clés qui sont essentiels, qui permettent l'évolution d'une idée, d'une pensée, d'une façon de rêver ensemble. Et je pense que célébrer et de reconnaître qu'il y a eu une tension, qu'il y a eu un conflit ou qu'il y a eu quelque chose comme ça, permet d'apprendre de cette énergie qu'on pourrait dire négative pour permettre d'aller plus loin, en fait. Il y a aussi transcender les peurs. Bien souvent, dans les projets collectifs, quels qu'ils soient à Montréal ou qu'ils soient à Mburuku au Cameroun ou au fin fond de l'Asie, la problématique, c'est une problématique de peur, très souvent. C'est-à-dire qu'on va, à cause de la peur, se faire des films, se monter des murs qui vont pas aller à la rencontre de l'autre. De mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu vivre dans des contextes et des endroits complètement différents, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'une fois qu'on a passé outre cette peur que l'on avait déjà individuellement, c'est-à-dire quand on l'avait apprivoisée, et que l'autre était dans la même dynamique, là, on arrive à commencer à construire quelque chose, c'est-à-dire à faire fi ça de nos différences, donc de nos peurs, et que l'on se rend compte, quand on se rencontre justement, quand on est en accord sur un rêve commun, et c'est effectivement l'aspect de rêve, d'aspiration est très important, parce qu'il faut que ce soit un moteur puissant, à la fois individuel, mais aussi à la fois collectif. Et quand il y a cette rencontre qui est là et qu'on est d'accord de là où on veut aller, après c'est de voir quels outils on utilise et comment on y va ensemble. Oui, Quelqu'un a dit non, que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est la peur. Alors, c'est vrai ce que Franck était en train de dire. C'est la peur qui nous éloigne de l'autre, mais une fois qu'on fait ce dont on a peur, on va avoir des surprises merveilleuses. C'est beau ça, hein? En fait, aujourd'hui, on sait que le racisme contre nous, malheureusement, est assez fort en Amérique du Nord, et sans oublier l'individualisme où c'est le règne de chacun pour soi. Et Montréal n'est pas exempt dans ce cadre-là. Et comment est-ce qu'on peut faire de Montréal la ville la plus heureuse, alors que quand on est au métro, les gens ne se regardent pas, chacun avec sa petite tablette, ou bien sa gadget électronique, téléphone ou tablette ou autre. On ne s'adresse pas la parole, on ne se salue pas. Comment est-ce qu'on peut faire de Montréal la ville la plus heureuse? Je sais que c'est votre concept, c'est-à-dire vous défendez On ça. est déjà à la ville la plus heureuse parce que, tu sais, moi j'ai vécu dans d'autres villes, dans d'autres métropoles. Et ce que je remarque ici,
c'est que même si naturellement on est civilisé, on a la technologie, c'est vrai qu'on regarde la tablette, etc. Mais je trouve que les rencontres sont très fréquentes. Moi, ici, je trouve que les gens, par exemple, à l'arrêt de l'autobus ou dans l'autobus, se parlent. Peut-être un peu moins dans le métro, mais des fois aussi dans les métros. Et c'est une ville où la rencontre est très facile parce que dites-moi, c'est quoi la ville où le réseautage est institutionnalisé? Mais dans le site du ministère de l'Immigration, on parle du réseautage, de l'importance du réseautage. C'est une ville qui est ouverte aux rencontres. Tu sais, même les 5 à 7, il y en a plein. Donc, si on veut s'intégrer, si on veut faire des rencontres de connaissances, c'est une ville qui te donne cette opportunité. Naturellement, ça dépend toujours ce qu'on veut regarder. Il n'existe pas la perfection. Le bonheur, ce n'est pas la perfection. Donc, c'est clair que tu verras des personnes dans la solitude, tu verras des personnes dans la souffrance. On ne renie pas ça. Mais je trouve que pour être une métropole, Montréal a le cœur d'un village. mais quand même, Roxana, la méfiance est là, la peur de l'autre est là. Et comment peut-on arriver à les transcender? Mais la peur, tu sais, il y a la peur, mais ça m'arrive souvent d'aller, par exemple, à des 5 à 7 où il y a des gens de toute origine. Je ne vois pas la peur, je vois la rencontre. Puis après, c'est clair qu'il y a aussi des noyaux qui sont plus fermés, etc. Encore une fois, si tu émigres, mais tu restes dans ton coin, tu peux continuer d'avoir peur de l'autre. Mais je ne le vois pas comme un problème majeur à Montréal. Je le vois comme un problème majeur plutôt dans d'autres grandes métropoles. Mais Montréal, à mon avis, a vraiment les bases pour bâtir, pour continuer de bâtir le vivre ensemble. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? J'en reviens toujours à la même. La peur, en fait, elle est induite par beaucoup de choses. Déjà, le fait, il y a le célèbre adage qui dit diviser pour mieux régner, et pour régner et pour diviser, en fait, c'est très simple. Il suffit de mettre les gens dans un peu de précarité. Ça, c'est une recette magique qui fonctionne excessivement bien. Donc, à partir du moment où tu mets quelqu'un dans la précarité, là, tu le mets dans la peur parce que est-ce que je vais rentrer un salaire? Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que ceci? Peut-être que c'est l'autre qui va me piquer mon emploi. Enfin, il suffit de mettre un petit peu la cuisine qui va bien pour favoriser cette peur. Mais si tu mets dans le même contexte des gens qui sont bien, il n'y a aucune raison d'avoir cette peur. Donc c'est vraiment identifié parce qu'on va souvent dire oui mais c'est la religion, oui mais c'est ci, oui mais c'est ça. Non, c'est juste des outils de pouvoir qui ont été utilisés judicieusement par certains et qui savent comment ça fonctionne pour diriger. Donc une fois que tu as... Il y a aussi ce que les institutions ou ce qu'il peut y avoir comme le pouvoir politique ou le pouvoir économique, mais il y a aussi notre propre pouvoir intérieur, notre propre peur. Et c'est aussi notre pouvoir à l'intérieur qui est aussi de semer cette discorde en nous. Donc je pense que c'est une rencontre à la fois en nous-mêmes et à la fois collectivement. Donc ça se fait forcément sur ces deux plans. Et c'est aussi aux initiatives. Les initiatives, ça peut être par la radio pour propager des messages, ça peut être par des organismes, ça peut être aussi par des entreprises. Donc chacun en y mettant un petit peu de son sien, qui vont changer la. Et je pense qu'on est là-dedans en plus, qui vont changer la donne. Oui. Alors on dit souvent que c'est dont les gens ont peur, c'est surtout l'inconnu. Et ce qui entraîne la peur, c'est l'ignorance. Absolument. Donc lorsqu'on ne connaît pas l'autre, c'est normal qu'on a peur, mais en fait, c'est là où je voulais m'en aller, justement, c'est que je pense que la peur est nourrie, comme tu dis, de ce manque de connaissances et aussi de la désinformation. Je pense aussi que les gens
à l'heure d'aujourd'hui, doivent nourrir leur contexte dans lequel ils veulent vivre. Et pour nourrir ce contexte dans lequel ils veulent vivre, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut aller vers des choses beaucoup plus indépendantes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut quitter les grands médias de ce monde qui nourrissent cette désinformation et qui véhiculent cette peur. Parce que quand on regarde les informations, on ne regarde pas des informations qui donnent des bonnes nouvelles, on regarde des informations qui donnent des mauvaises nouvelles. Et souvent, on va croire que c'est utile. Mais en quoi c'est utile pour moi, dans mon quotidien, de savoir que dans un autre pays, il se passe des atrocités ? À part de me mettre dans une situation où j'ai aucun pouvoir là-dessus, et peut-être même que ça nourrit à l'intérieur de moi la peur d'une culture différente que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Donc, je pense que ça revient à reprendre son propre pouvoir, construire son propre contexte, et puis après avoir des gestes simples aussi, qui est de tenter au moins de se relier à l'autre par un sourire, par une ouverture d'attitude corporelle plus joyeuse. Et ça passe par son bonheur personnel déjà, donc nourrir son propre bonheur qui va nous permettre aussi d'être dans un contexte où on va avoir envie de le partager, parce qu'il y a cet élan de contribution qui du coup, avec lequel on se reconnaît, comme on disait au début, puis qui nous donne envie d'être au moins déjà plus accueillant dans une attitude de vie au quotidien. Parlant de ça, puisque tu parles de médias chrétiens, je pense qu'on a une belle opportunité aujourd'hui. On a l'Internet et puis on est dans cette cosmopolite comme Montréal ou comme toute ville en Amérique du Nord. Je pense qu'à Montréal, on est peut-être 193 pays différents. Donc, c'est un moyen d'aller vers l'autre. Oui. Parle-nous de Tunisie, parle-nous de Maroc. Et comme ça, on pourrait savoir au-delà de ce qu'on nous donne dans les médias. Justement, par rapport à l'Internet, moi, ce que je trouve très intéressant quand tu appuies sur ce phénomène, c'est parce que c'est devenu un phénomène. Je pense qu'il y a déjà il n'y a jamais eu autant de pays qui a eu envie de contrôler l'identité sur Internet, de contrôler le flux d'informations sur Internet. Pourquoi ? Parce que depuis qu'Internet est présent, l'information n'a jamais été aussi rapide, accessible. Effectivement, nous sommes au courant de ce qui se passe de partout dans le monde. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui... À la seconde près. Exactement. Et du coup, donc après, il y a de tout, effectivement, puis il faut savoir trier. Mais au-delà de ça, en même temps, c'est un outil qui débloque justement ces liens, qui débloque aussi l'information. Et je pense que il faut se questionner aussi, savoir qu'est-ce qu'on veut nourrir, par exemple. Pour prendre tout simplement un exemple, Netflix qui démocratise la vidéo, qui a fait des scandales avec Cannes, mais il y a aussi des médias qui sont extrêmement intéressants, comme le vôtre aussi, qui véhiculent des idées beaucoup plus inclusives. Donc, je pense que c'est se questionner où est-ce qu'on va aller chercher l'information, comment on veut la véhiculer et qu'est-ce qu'on veut véhiculer, quel contexte on veut construire. Alors, je pense Roxana, je pense qu'on devrait profiter de cette occasion pour dire aux gens, arrêtez de croire que tout ce qu'on dit dans les médias, c'est la vérité. Exactement. Donc, c'est-à-dire les médias, donc c'est un commerce. Non seulement il y a la ligne éditoriale, mais ils ont tendance à censurer les informations. C'est un instrument de pouvoir. Et c'est certainement qu'ils donnent ce qu'ils vont dans le sens de leur patron ou du patron. Exactement. Le cinquième accord Toltec. Le cinquième accord Toltec. Je veux dire une chose très importante en faveur du média La Presse. Parce que le média La Presse, La Presse Plus, a accepté et a accueilli un projet qui me tient vraiment à cœur, qu'on a présenté avec Michael Temer, le photographe de portrait de Montréal. On fait des portraits du bonheur. Alors, on présente toutes les 2 semaines des personnes qui ne sont pas connus et qui ont su bâtir leur bonheur au quotidien, même en passant à travers des grandes peines, des souffrances. Alors, on présente vraiment leur histoire. Et c'est quelque chose de merveilleux qu'un média très connu ait accueilli un projet comme ça. Donc ça, c'est un signe, je trouve, qu'il y a vraiment la place pour les bonnes nouvelles et pour l'évolution dans cette direction. Complètement. Mais je pense qu'il y a place à amélioration. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est que pour appuyer tout ça, c'est le cinquième accord Toltec dit écoutez, mais remettez toujours tout en question.
Donc c'est ça l'idée, c'est simplement d'avoir un esprit critique, développer cet esprit critique sans nécessairement être complètement comme dans le déni ou je sais pas trop tout d'être dans cette violence de rejet, mais plutôt tout simplement à ramener la discussion et des débats d'idées plutôt que des débats d'opinion qui sont pas toujours nécessairement constructifs. Donc c'est ça. Il y a un proverbe français qui dit qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc il suffit de diaboliser quelqu'un et ça justifie déjà une intervention, je ne sais pas, de l'OTAN, des Nations Unies ou des États-Unis ou de la France, et puis ce leader-là, il n'est plus du monde. Donc il est déjà sur la liste d'élimination parce que les médias le diabolisent, etc. Donc il faut dire aux gens qui écoutent les nouvelles, nous sommes un média comme Radio Centre-Ville. Heureusement, nous sommes une radio communautaire, on peut se permettre de dire les vraies choses. Ce que vous n'entendrez pas dans les médias commerciaux, si on peut dire. Donc, tant mieux. Alors, questionner, comme dit Christian, le discours de la méthode comme Descartes. Donc, il faut questionner, il faut faire table rase. Donc, n'avale pas tout ce qu'on vous donne. On dit que parler du bonheur et croire au bonheur, c'est déjà la marche vers le bonheur. Mais je pense qu'il y a des communautés à Montréal en particulier qu'on appelle des communautés racisées. Je me demande, est-ce qu'on peut parler du bonheur pour ces gens qui, 70 et 80% d'entre eux, vivent au seuil de la pauvreté? On leur demande toujours d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, c'est comme, on m'a donné une anecdote, un Canadien d'origine sénégalaise dans un groupe scout où la Kela, c'est-à-dire la cheftaine de la meute, demande au petit Canadien d'origine sénégalaise, d'où viens-tu? Je suis Canadien, mais d'où viens-tu? Je suis Canadien, non mais je veux dire d'où tu viens ou d'où tes parents. Alors, il faut sortir de ces cadres-là parce que là, ça nous gêne, donc on ne se sent pas chez nous même après 50 ans ou 60 ans. Est-ce que là, ces communautés racisées, est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même pour aider les gens qui ont cette tendance-là à nous voir, non pas comme Sénégalais, comme Congolais ou comme Haïtiens, mais à nous voir comme êtres humains, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de vivre ensemble, non? Moi, alors, c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, ça m'est arrivé vraiment de voir une scène comme ça. Il y avait un monsieur qui avait la peau noire. Et alors, quelqu'un lui a demandé « D'où viens-tu » Et lui, il a dit « Je viens de Verdun. » Oui, mais avant. Avant, ça veut dire quoi? Alors oui, c'est vrai. Mais en même temps, ce que je trouve personnellement, c'est que beaucoup de fois, ce n'est pas une forme de racisme, mais une forme de curiosité. Par exemple, moi aussi, je me suis fait dire beaucoup de fois, alors ton accent, mais est-ce que tu es roumaine, est-ce que tu es italienne, est-ce que tu es espagnole, etc. Mais personnellement, je voyais ça comme une forme de curiosité aussi, de sympathie. Non, ton bel accent aussi, il me disait ton bel accent, etc. Je me rends compte que ça peut déranger, surtout si une personne est née ici, etc. Moi, je trouve qu'une façon de démocratiser le bonheur, c'est de faire des choses ensemble, des activités ensemble. Par exemple, avec Montréal la plus heureuse, on a fait ce documentaire où il y avait beaucoup d'ethnicités différentes, beaucoup de personnes qui ont répondu à la question « Pourquoi es-tu heureux à Montréal ?» Nous, on ne s'est pas posé la question, alors il nous faut 3 Asiatiques, 4 Africaines, etc. Mais ça est arrivé tout seul parce que Montréal est comme ça. Et parmi nos ambassadeurs de bonheur, on a des personnes de toute origine, on a des Québécois, on a des Français, on a des personnes d'Haïti, on a des personnes... Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment de faire des activités ensemble, de ne pas se guettiser, de ne pas être le groupe des Haïtiens, le groupe des Italiens, le groupe des Français, parce que sinon... pourquoi on vit à Montréal? On vit à Montréal pour faire... Montréal offre la possibilité de faire des choses ensemble. Ça, j'insiste un peu sur ça. Parce que il n'y a personne qui te dise « Non, ne viens pas parce que toi, tu viens de là-bas. » Alors, faisons aussi, nous, le pas d'aller
faire des choses avec les autres. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de possibilités, non? Parce que sinon, si on reste dans la pensée, oh mon Dieu, on me demande d'où je viens, etc., on risque de se faire du mal, finalement, non? C'est aussi notre... Je ne veux pas dire que le problème n'existe pas, parce que tu as raison, mais en même temps, c'est aussi notre perception. Des fois, si on prend ça avec un petit peu d'humour, non? Moi, je me suis fait dire une fois, j'ai enseigné italien à une femme que j'adore, non? Elle me disait, mais c'est vrai que tu as l'accent, là, tu as un accent marqué, est-ce que je vais te comprendre quand tu parles italien? Parce que si tu as l'accent marqué quand tu parles en français, peut-être que puis après, quand tu parles en italien, je ne vais pas te comprendre. Alors, il faut rire un peu. Alors là, on va aller vers la pause. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie quand Roxana parle. On va prendre une pause et puis de retour, on va continuer l'émission sur le vivre ensemble et aussi Montréal la plus heureuse. À tout à l'heure. La première place dans mon rêve, je te la réserve. Sans rancune, sans rancune, il faut que je devienne quelqu'un. Un docteur, un politicien, quelqu'un de bien. Tu as failli étouffer mes dons, mes rêves d'enfant. Je suis désolé, mais il faudra que je prenne ma chance. Mais c'est comme ça. Ne m'en pas. C'est moi qui vis mes choix, que ce soit les bons ou pas. La première étoile que je décroche, je te la donne, sans rancune, sans rancune. La première place dans mon rêve, je te la réserve. La première étoile que je décroche, je te la donne. Sans rancune, sans rancune. Oh, la première place dans mon rêve, je te la réserve. Sans rancune, aucune. Chers amis, auditeurs et auditrices, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement en français. L'expression du jour, c'est prendre son envol. Expression qui s'emploie pour parler de quelqu'un qui commence à se débrouiller, à prendre son indépendance ou à prendre sa vie en main. Elle fait référence au oisillon qui quitte le nid pour la première fois et qui s'envole pour la toute première fois. Dans la même veine, on trouve cette expression aussi pour dire que voler de ses propres ailes, comme expression synonyme. Et comme exemple, on peut dire « Mon fils prend son envol maintenant ». Et la notion du jour, c'est nuance entre entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir à travers lui de façon vague. Alors que écouter, c'est prêter attention à ce qu'on dit comme une chanson, une musique, etc. Comme exemple, on peut dire « Je t'ai entendu chanter » sans prêter attention aux paroles de la chanson, bien sûr. Mais si je dis « Je t'ai écouté chanter », donc cela signifie que j'ai prêté attention aux paroles ainsi qu'à la musique. À ce moment, je peux porter un commentaire, faire des suggestions, etc., etc. Alors, c'est là la différence entre entendre et écouter. Donc, de retour avec nos invités, on parle de Montréal la plus heureuse et particulièrement de vivre ensemble. Et quelles sont les valeurs du vivre ensemble? Puisque tout a des valeurs, tout partage des valeurs. L'écoute. Ce que tu as évoqué, ça c'est vraiment la base. Donc il faut apprendre à écouter l'autre. Soi et l'autre. Mais je pense aussi c'est d'être
quelque chose qui est très rarement évoqué et pourtant qui est fondamental et essentiel, c'est la bienveillance. La bienveillance envers soi et envers l'autre, notamment par rapport aux communautés qui sont stigmatisées. Je pense que si on a de la bienveillance envers soi, c'est-à-dire qu'on s'apprécie en tant que communauté de d'où on vient et puis qui on est, c'est déjà ça permet la relation à l'autre. Sinon, on se place dans une position de peur, encore une fois. Donc vraiment, la bienveillance, l'écoute, je pense que déjà là, ça part très très bien avec au moins ces deux choses. Il n'y a pas que ça. Et pour vous, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui moi, je mettrais vivre ensemble? je mettrais peut-être une dose d'empathie, c'est-à-dire aussi reconnaître ce qui est vivant chez l'autre. Parce que souvent ça va faire écho aussi en nous et on va se reconnaître, donc du coup là ça va dépasser aussi l'aspect culturel ou ethnique, donc la capacité de se reconnaître en l'autre et d'avoir justement cette empathie. Et le partage aussi, le partage des expériences le plus possible. Parce que lorsqu'on partage, surtout si on partage la joie, tout de suite on se sent proche. Parce que la joie, les expériences positives, c'est quelque chose qui nous regarde en tant qu'humains et qui finalement dépasse les barrières, les frontières et aussi les différences de culture. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter aller vers les autres et s'ouvrir aux autres aussi? Oh, bien sûr. Oui. Je pense que... Mais du coup, déjà, en fait, peut-être avec ces éléments de base, c'est naturellement que ça devient plus facile d'aller vers l'autre parce que justement, on se sent plus en sécurité et on se reconnaît en l'autre, on reconnaît l'autre, donc peut-être c'est plus facile aussi d'aller vers l'autre. Alors, puisque vous êtes les ambassadeurs de Montréal la plus heureuse, j'aimerais savoir la mission de cet organisme. Alors, la mission de Montréal... Ça me touche ta question parce qu'on vient de devenir un organisme, une OBNL. Donc, on est très heureux de ça. Et... faire rayonner Montréal, en local et international, et partager la joie dans les médias, et non seulement dans les médias. Donc, pourquoi? Parce que ce qu'on veut faire, c'est utiliser les médias pour faire en sorte que les personnes puissent se rencontrer au niveau de la joie. Donc, partager ce qui est beau en termes de pensée, en termes d'expérience, à travers des vidéos, mais non seulement. Et aussi, on a une attention particulière aux créneaux, on va dire, sociaux qui sont peut-être en faiblesse ou en difficulté. Donc, on pense beaucoup que les rencontres organisées par Montréal la plus heureuse et les ateliers puissent briser la solitude. Donc, on a aussi cette attention, on l'a toujours eu, mais on l'a mis dans nos objets. Et combien de personnes sont déjà touchées par ce message, Montréal la plus heureuse? Il y en a eu pas mal, hein, pendant la campagne, enfin pendant surtout quand on a fait les rencontres, ça a été assez magique quand on a fait les rencontres qui se sont enchaînées les unes à la suite des autres et de façon tout à fait comme magie, vraiment comme l'évoquait tout à l'heure Rossana, sans vraiment être très directif. Et le fait justement d'avoir ces rencontres qui se font de façon naturelle, les unes en amenant d'autres, ça a apporté comme je sais pas, une espèce de joie, de partage, d'écoute, un petit peu tous les éléments que l'on a évoqués ici et qui se sont mis en place naturellement lors de la réalisation, lors de ce work in progress en fait. Pour parler de chiffres, non? Toi, tu as fait le générique. Oui, alors, Christiane a réalisé le montage et on t'a envoyé plein de noms, 400 noms. C'est ça. Déjà, rien que
en quelques mois, en fait, le projet en lui-même a touché plus de 400 personnes qui ont contribué directement, par exemple, au projet ou qui ont tout simplement participé et contribué en tant que citoyen. Je me rappelle aussi la rencontre citoyenne qu'on a fait sur la question, en tout cas, l'envie de favoriser le bonheur à Montréal. Et plus d'une trentaine de personnes sont reparties avec des objectifs personnels pour contribuer au bonheur de Montréal. Donc, il y a vraiment eu un effet de vague qui a ramené toujours plus de personnes qui se sont senties concernées et touchées par ce message. Et maintenant, sur la page Facebook MTL, comme Montréal la plus heureuse, on a plus que 1200 followers. Et je suis heureuse et fière et honorée de dire que maintenant, on touche même l'UQAM parce que les étudiants de la maîtrise en gestion de projet pour leur travail final, ont choisi, une partie des étudiants naturellement, il y a plusieurs groupes, mais un groupe a choisi notre projet. Donc on va travailler avec eux et là c'est merveilleux parce que je trouve que d'impliquer les étudiants, ça mène des fruits formidables. Alors, mis à part Facebook, vous utilisez quel autre moyen pour atteindre les gens En fait, il y a pas mal YouTube en fait qui permet de propager justement les messages des gens parce que c'est pas tant notre message en fait, c'est vraiment en fait on devient le médium d'expression des gens qui veulent dire à quel point ils sont heureux ici et ça crée un impact effectivement. Donc ça passe par YouTube, ça passe par Twitter et aussi la plateforme de Je fais Montréal, faut pas oublier parce que Montréal la plus heureuse est née comme un projet Je fais Montréal. On l'a présenté pendant le 2e anniversaire de Je fais Montréal en novembre 2016 et Je fais Montréal nous a appuyés, nous a soutenus de façon merveilleuse et continue de nous appuyer, de nous soutenir. Donc on est très fiers d'appartenir à Je fais Montréal. Je sais que vous avez eu des capsules vidéo avec des gens qui lançaient des témoignages ou bien des... Est-ce que vous continuez avec ces activités? Absolument. Oui. Je crois qu'on est passé naturellement à la suite. C'est maintenant on pose plus la question pourquoi les gens sont heureux à Montréal parce que je pense qu'on l'a comme d'une certaine façon suffisamment démontré et documenté. Mais comment font-ils pour favoriser le bonheur à Montréal? C'est quoi les gestes au quotidien qu'ils posent? C'est ça qu'on a fait pour 101 jours. Donc, on a participé avec plusieurs ambassadeurs du bonheur, anciens et nouveaux. Et on a posé dans la Petite Bourgogne et dans les quartiers de spectacle 7 questions à plusieurs personnes, soit qui passaient, soit des personnes qui présentaient des projets. Et d'ailleurs, moi, je veux remercier beaucoup Christiane et Eleni qui est ici, qui fait partie de notre merveilleuse équipe média qui est en train de filmer et qui est un ambassadeur Perle. Alors, quelles sont vos perspectives pour atteindre plus de gens possible dans une ville où, comme je l'ai dit tantôt, pour moi c'est très inconfortable lorsque les gens ne se saluent pas. Je ne sais pas parce que je viens d'Haïti, c'est très mal vu chez nous. Donc, quand on se présente dans un arrêt d'autobus, il y avait 5, 6 ou 7 personnes, on les ignore complètement, c'est comme s'ils n'existaient pas, c'est comme si c'était des fantômes, sans un petit bonjour qui détend parfois l'atmosphère. Vous ne pouvez pas en savoir parce que moi, quand quelqu'un me dit bonjour, c'est intéressant quand même. Et parfois, on dit bonjour, personne ne répond. Comment est-ce qu'on peut tout au moins, je ne dis pas complètement changer les gens, mais au moins faire valoir ces valeurs-là à partir de Montréal la plus heureuse? Vas-y Franck. Le faire tout simplement. Je pense que déjà le faire, en fait, c'est pas très... moi je vais prendre comme exemple pousser une porte ou tenir une porte. C'est con, tenir une porte dans le métro. Quand je suis arrivé il y a 12 ans, je me souviens que très souvent, je me prenais les portes parce que les personnes qui étaient devant ne tenaient pas les portes. Donc, je me prenais souvent les portes dans la face. Donc, 2 options. Soit je me suis dit, ok, les gens sont comme ça, donc s'ils ne me la tiennent pas à la porte, je vois pas pourquoi moi je la tiendrais pour eux. Et puis, il y a aussi de se dire, comment j'aimerais que les choses soient. Donc, partant de ce postulat, moi, j'aime bien qu'on me tienne la porte. Donc, très égoïstement parlant,
j'ai fait les choses comme j'aimerais qu'on me le fasse pour moi. Donc, sans compter, j'ai tenu les portes à chaque fois. Et je vous invite à faire expérience parce que je trouve ça, c'est magique. Et si vous tenez la porte de l'autre personne qui vient derrière, je vous assure que l'autre personne qui est derrière vous va tenir la porte pour celle qui est là. Et 12 ans plus tard, je trouve qu'il y a de plus en plus, et que c'est très fréquent, que les gens tiennent la porte. Tout à fait. Il suffit, mais c'est pas. Je pense que c'est plusieurs personnes au même moment. Vous connaissez la théorie du centième singe, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait passé la centième personne pour que le geste devienne plus établi et plus largement pratiqué. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est de partir de notre idéal. Tout à l'heure, il était évoqué de ces communautés. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu encore comme ça. Mais je suis presque persuadé que dans 10 ans ou 15 ans, on trouvera notre conversation obsolète. De la même façon que quand on regarde ce qui se passait, la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis, on se dit mais c'est pas possible. Et c'était pourtant il y a quelques décennies. Alors je dis pas que c'est parfait là, mais l'évolution des choses font que il y a quand même de sacrées grosses améliorations et chacun en plantant nos graines, on va certainement faire lever de beaux fruits, de beaux arbres. Alors, quelles sont les initiatives de Montréal la plus heureuse? Alors maintenant, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur auprès des personnes âgées. Et personnes âgées dans les résidences, les HLM, les centres de jour et aussi à leur domicile. Et nous remercions beaucoup la Fondation Luc Maurice qui nous a financé pour ça. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que moi j'ai dit ça fait tomber exactement tout ce qu'on pense de façon commune. Non, on pense pour être heureux il faut avoir ci, il faut faire ça, etc. Alors que ces personnes qui ont 92, 85, même 101 ans, on a interviewé même une dame de 101 ans, c'est clair qu'elles ne sont plus dans la pleine maîtrise de leur corps et de leur vie. Mais elles sont joyeuses et rayonnantes. Alors, on va réaliser des interviews aussi avec les aînés à leur domicile, naturellement, pour avoir le plus de variété possible. Et c'est ce qu'on évoque, on offre un atelier de conversation écriture optimiste, on évoque l'histoire de la poule joyeuse. Ça fait partie d'un livre de Luigi Malerba. C'est une poule qui chante, qu'elle ait pondu ou pas. Et alors on demande, c'est quand dans votre vie que vous avez chanté, même si vous n'aviez pas pondu, donc vous avez été heureux, pas dans l'accomplissement, mais dans l'être. Ils n'ont aucune difficulté à en trouver beaucoup. Et même les personnes qui ont réalisé de grandes choses, si elles sont heureuses, c'est parce qu'elles ont chanté aussi quand elles n'avaient pas pondu. Mais dans tout ce qu'on a accompli, il y a eu quand même aussi les rencontres citoyennes, citoyennes bien-être. On a eu les rencontres citoyennes aussi basées sur la prise d'engagement, le passage à l'action du citoyen pour qu'il prenne conscience aussi qu'il peut avoir un impact sur la société. Il y a eu le sociofinancement, il y a eu le premier documentaire. Donc maintenant, on est rendu justement à la suite. Vu que maintenant, Montréal la plus heureuse est devenue une OBNL, on va pouvoir finalement accomplir encore plus d'actions en fait, et de rassemblements. Est-ce qu'on peut devenir membre de l'organisme Montréal la plus heureuse? Oui, alors bientôt, si tu nous invites encore vers septembre, on va tout dévoiler parce que en septembre, vers la fin probablement, on va organiser un événement pour accueillir justement les nouveaux membres, les membres du CA, etc. Nous, on est les 3 premiers administrateurs. Avez-vous déjà pensé aux conditions pour devenir membre? Alors non,
on n'a pas encore pensé aux conditions pour devenir membre. La seule condition, c'est d'aimer la mission et l'esprit de Montréal la plus heureuse. L'esprit de bonheur. L'esprit de bonheur. Et une condition, ce n'est pas d'être nécessairement déjà très heureux. Hein, parce que nous, on a beaucoup d'ambassadeurs du bonheur qui ne sont pas, je veux dire, super heureux, mais qui sont dans la démarche. C'est ça qui est important. On peut devenir ambassadeur de quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on est dans la démarche pour acquérir. Parce que sinon, si on attend d'avoir atteint le plus haut sommet, on ne fera jamais rien. Donc, et comme on dit que le bonheur, ce n'est pas un niveau à atteindre, mais c'est un voyage. Exactement. Et puis, tu sais, on dit par exemple, si tu as envie de te sentir bien, souris, même si tu n'en as pas envie. Non? Donc, tu ne sais pas que tu souris parce que tu es heureux, mais tu es heureux parce que tu souris. Donc, il faut aussi s'aider avec son propre corps, avec ses propres actions, pour être mieux, pour se sentir mieux. Et c'est vrai, il y a un auteur qui dit quand la vie te présente une raison de pleurer, montre-la 1000 raisons de sourire. Bravo. C'est vrai. Alors, on va prendre une toute petite pause et puis on va revenir pour clore l'émission. À tout à l'heure, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque haine comme si c'était la dernière. C'est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, Parce qu'on vient de loin. Alors de retour, chers auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement Français. Nous sommes à notre 14e édition et aujourd'hui on parle avec nos invités de Montréal la plus heureuse et on parle de vivre ensemble. Donc nous arrivons presque à la fin de notre émission. Une dernière question pour vous, mesdames, messieurs. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes optimiste quant au bonheur de Montréal? Oui. Oui. Et pourquoi? Moi, je pense que les initiatives qui se mettent en place et le soutien qui en découle, comme par exemple, on voit avec l'UQAM et l'Indice du bonheur qui est en train de se créer, la reprise aussi du pouvoir par le citoyen, ce qui est mis en place, puis cette volonté de se questionner aussi sur comment on peut être plus heureux, comment on peut se sentir aussi à sa place, avoir un sentiment d'appartenance, même quand on vient d'une culture différente, justement, comme on disait tantôt. Je pense que le fait qu'il y ait cette effervescence de tout ça,
ça, oui, ça permet d'être optimiste vers le meilleur. Donc n'oubliez pas que nous sommes au Québec et le taux de suicide est plus élevé. Et on même dit que partout dans le monde, c'est très élevé au Québec. Je pense que des initiatives comme ça, les gens en ont besoin. Mais comment faire pour atteindre le plus de gens possible? Et comment faire aussi pour avoir des financements pour essayer d'aider les gens dans la meilleure du possible? Et pour que les gens sachent au moins quand ils sont en situation de détresse à qui parler, ou bien s'il y a des organismes, s'il y a des réunions, des rencontres ou des activités où aller pour se détendre un peu. Venez sur notre site MTL, sur notre page Facebook MTL la plus heureuse, parce que on la met à jour très fréquemment, donc on publie sur MTL la plus heureuse nos initiatives. Donc c'est un moyen, je trouve, très démocratique et accessible pour être au courant de nos initiatives. Et puis, ce que je suggère vraiment de cœur à tout le monde, c'est de partager les moments heureux. Et le partage des moments heureux, ça ne veut pas dire le partage des apparences. Ça veut dire, je partage que j'ai rencontré une personne qui m'a fait un sourire. Je partage que j'ai reçu une aide alors que je le demandais. Je partage des moments comme ça, magiques, qui semblent petits, mais qui font vraiment une différence dans la vie d'une personne. Et si on les partage, on fait du bien à soi-même et aux autres. Donc, utilisons aussi les médias sociaux pour ça. Naturellement, la vie n'est pas faite juste sur les médias sociaux, donc c'est important d'avoir des rencontres en personne. Mais je trouve que au moins pour se connecter au début et puis pour créer plus, c'est beau de les utiliser. Puis écrivez-nous, envoyez-nous des messages si vous voulez devenir ambassadeur du bonheur. Donc, les bénévoles de Montréal la plus heureuse sont les ambassadeurs du bonheur. Si vous voulez, écrivez-nous pour en savoir plus et on va vous impliquer avec grande joie. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour terminer, messieurs? Oui, c'est de, comme on l'évoquait, c'est de semer plein de petits gestes et plein d'intentions aussi envers soi-même, des intentions bienveillantes envers soi-même et envers les autres. Et déjà, ça change un peu les perspectives et plus une multitude d'actions. Je pense que quel que soit que vous soyez au sommet de la pyramide ou à la base, hein, on peut tous faire une différence. On peut tous faire une différence. Et c'est ça la beauté de la chose. Et puis aussi de considérer que tout est possible, hein, dans le meilleur évidemment. Merci. Christian? Je pense que je reviendrai juste à des bases, peut-être tout simplement, même quand on a du mal à se sentir à sa place, peut-être d'essayer de créer au moins un contact visuel, puis d'avoir un sourire bienveillant. Déjà, ça nous fait du bien à soi-même, puis parce qu'on a eu un geste bienveillant, et puis ça peut faire du bien aussi à beaucoup de gens et de changer les choses. Alors, merci à vous trois pour votre participation à l'émission. Donc, je rappelle à vous, chers auditeurs et auditrices, qui êtes branchés à l'émission présentement. Donc, n'oubliez pas que le bonheur est avant tout une attitude. Donc, si vous n'y croyez pas et si vous ne mettez pas en condition pour être heureux ou être heureuse, vous ne le serez jamais. Donc, partant du principe que c'est une attitude et puis vivons comme si on l'était déjà. Et puis, vous allez voir que tout ira comme par enchantement. Et n'oubliez pas, si vous voulez passer vos commandites ou bien commanditer cette émission ou faire passer vos publicités, vous pouvez m'appeler directement au 438-878-3220. Sachez qu'une radio ne fonctionne pas sans la finance, comme tout d'ailleurs. Donc, on a besoin de votre aide et Radio Centre-Ville est toujours en quête de financement. Donc, la campagne de financement se poursuit. Vous pouvez appeler au 514-495-1540 ou bien faites un don sur www.radiocentreville.com. Vous allez cliquer sur faire un don et puis là, vous pourrez nous donner $5, $10, qu'importe le montant, c'est le geste qui compte. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre émission Vivement en français. Merci Marie-Claude Thiriac pour les manœuvres techniques. Au micro pour vous servir, c'est Wadner Isidore. Bye bye. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers